Ce monde est fou. Vraiment, quand on prend un peu de recul, on se dit, c'est pas possible. Si on apprend, c'est pas juste pour le plaisir d'être cultivé, etc. C'est que nos sociétés ne fonctionneraient pas, ne survivraient pas, si elles n'organisaient pas cet apprentissage. À quoi ça sert, ces savoirs? Ça sert à survivre. L'école, c'est le lieu, officiellement, de l'apprentissage. L'évaluation, c'est juste pour vérifier que cet apprentissage s'est bien fait. On voit que là, la machine commence à tourner à l'envers. Quand on travaille sur des trajectoires d'artistes, ils ont tous un rapport très contrarié à l'école. Le problème, c'est que à un moment donné, quand on a été trop bon élève, on est aussi très docile. C'est quoi, selon vous, l'intelligence ? C'est certainement pas ce que mesure un quotient intellectuel. L'intelligence, c'est en fait des capacités d'adaptation. C'est résoudre des problèmes. On peut dire qu'il y a de l'intelligence un peu partout dans le vivant. En fait, pour être un vrai mathématicien, un mathématicien bâtisseur, il faut être comme un enfant. Il faut retrouver l'enfant qui est en nous, parce que l'enfant, c'est celui qui ne se laisse pas impressionner, il pose des questions. En fait, il faut poser ces questions, il faut continuer à se les poser quand on est adulte. Bernard Lalire, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir à nouveau sur la chaîne YouTube du média Élucine. Alors, vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS à l'ENS de Lyon, et vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages, parmi lesquels on peut retrouver Les structures fondamentales des sociétés humaines, un livre essentiel dont on a déjà parlé longuement sur cette chaîne. Et plus récemment, vous êtes l'auteur de Savoir ou périr aux éditions du Seuil, un livre très critique sur l'état de l'enseignement, de l'école primaire jusqu'à l'université. Donc, une lecture très à propos pour cette rentrée. Alors, en tant que sociologue, vous avez une approche assez rare mais très précieuse qui consiste à utiliser les connaissances de la biologie pour mieux cerner les sciences sociales. Vous nous expliquez que nos déterminismes biologiques expliquent de manière assez incontournable nos comportements sociaux. Alors, du coup, est-ce que cette approche est aussi valable et pertinente pour étudier la question de l'éducation ? Alors, je ne parlerai pas de déterminisme biologique, en fait. Simplement que pour ce qui est de la question des savoirs et de leur transmission, il est crucial de se reposer des questions très, très générales que se posent très rarement, en fait, aujourd'hui, les sciences sociales. À savoir que l'espèce humaine est une espèce vivante, comme d'autres espèces végétales, animales, etc. Et que toutes les espèces ont pour objectif quand même d'essayer de se maintenir en vie, de survivre, et que ces questions de savoir, de transmission, en fait, sont liées à ces conditions de survie. Et un des points sur lesquels j'ai vraiment insisté dans le dernier ouvrage, c'est le fait que les processus d'apprentissage sont présents dans toutes les espèces vivantes. Et que nous ne sommes pas particuliers de ce point de vue-là. Un être vivant, un organisme vivant, par définition, il apprend des choses sur son entourage, sur son environnement, pour pouvoir savoir comment il doit se comporter. Si un animal n'était pas capable de reconnaître un de ses prédateurs, de garder ça en mémoire pour pouvoir les repérer, de savoir renifler leurs traces, etc. C'est des savoirs, c'est des expériences qu'ils ont. En fait, ils ne survivraient pas. Ils seraient complètement déboussolés, ils se feraient manger par le premier prédateur venu, etc. Nous, on est dans l'ensemble des espèces, une espèce avec apprentissage. L'apprentissage, il est extrêmement développé chez nous. Et au-delà de l'apprentissage social, qui est de l'imitation, en fait, apprendre en regardant les autres faire, on a de l'enseignement, qui suppose déjà que des adultes puissent organiser un peu la transmission des savoirs. Ça, on le trouve déjà chez les mammifères non humains.
Et puis nous, on a rajouté à ça le langage, qui est quelque chose de beaucoup plus précis, qui rend les processus de transmission culturelle beaucoup plus précis, beaucoup plus fidèles. On a rajouté à ça des institutions. Alors, on est la seule espèce à avoir des institutions, des lieux dédiés à une pratique particulière. Ben, nous, on a des temps dédiés à l'apprentissage. Bon, ça s'appelle l'école. Toutes les sociétés humaines n'ont pas eu d'école. Donc c'est très tardif dans l'histoire de l'humanité. 300 000 ans d'Homo sapiens. L'école arrive, au sens où on l'entend aujourd'hui, elle arrive au XVIe siècle, quelque chose comme ça. Comment on organisait la transmission des connaissances avant l'école ? Ça se faisait, on dit, par voir faire et ouï dire. C'était de la culture orale. Il n'y avait pas d'écriture. Pendant très longtemps, les humains ont vécu sans écriture. C'est quelque chose de très récent dans l'histoire de l'humanité, l'écriture. Il y a environ 5000 ans, les premiers systèmes d'écriture. Et puis, cette écriture qui objective le savoir, qui le dépersonnalise, qui le sort du corps de ceux qui maîtrisaient le savoir, c'est aussi une chose importante. On peut accumuler ce savoir dans des bibliothèques, dans des lieux divers et variés. Et du coup, on peut organiser après la transmission de ce savoir de manière pédagogique, donc c'est l'école. Et du coup, à force de sophistication, d'une certaine façon, on a fini par oublier la base et les raisons centrales de ces processus de connaissance. Si on apprend, c'est pas juste pour le plaisir d'être cultivé, etc. On pense ça, je pense, beaucoup de gens pensent que c'est bien d'être cultivé, c'est important de ne pas être ignorant, etc. En fait, c'est plus que ça. C'est que nos sociétés ne fonctionneraient pas, ne survivraient pas, si elles n'organisaient pas cet apprentissage. C'est-à-dire tous nos processus sur la base desquels nous vivons, le fait qu'il y ait de l'électricité, qu'il y ait du chauffage, tout ça, ça repose sur une masse considérable de savoir. Si on imagine une rupture totale où plus personne n'apprend ces choses-là, du jour au lendemain, on ne saurait plus faire de l'électricité, on ne saurait plus se chauffer, on ne saurait plus organiser, on n'aurait plus des moyens de transport aussi efficaces, etc., etc. En fait, on ne se rend plus compte, on est une sorte de gâté de la civilisation, et on se rend plus compte que le savoir, il est central. Donc moi, dans ce petit livre, en fait, je réinsiste sur l'origine des fonctions du savoir. À quoi ça sert, ces savoirs ? Ça sert à survivre. Et que comme nos conditions, qui sont collectives désormais, nous dépendons en permanence les uns des autres, on ne peut pas tout apprendre, tellement il y a de savoir. Donc il y a de la division du travail, et il y a une division des connaissances. Aujourd'hui, on a des savoirs extrêmement sophistiqués, portés par des corps de professionnels très très différents, et il faut que tous ces gens-là aillent à l'école, et à l'école très longtemps. Là aussi, il faut se rendre compte qu'on a une augmentation des parcours scolaires, de la durée des parcours scolaires, parce que les savoirs sont de plus en plus compliqués. C'est tellement réparti entre des professions différentes, etc., qu'on ne se rend pas compte que le savoir et l'école, qui est le lieu de la transmission systématique de ce savoir, est une des conditions pour que ça continue à fonctionner. Est-ce que cette fragmentation du savoir, ça ne nous rend pas aussi beaucoup plus vulnérables en tant qu'espèce ? Parce qu'on est très interdépendants, du coup. Vulnérables, et en fait, moi je dirais c'est presque le contraire, c'est-à-dire ça nous rend surpuissants. C'est ça qui fait de l'espèce humaine une espèce extrêmement puissante et efficace. Parce que si je devais refaire tous les processus qu'il y a derrière un téléphone portable, j'y passerais ma vie. En fait, le nombre de gens qu'il y a derrière la fabrication d'un téléphone portable, et si on rajoute tous les gens qui ont dû concevoir des savoirs qui ont été utiles pour fabriquer un téléphone portable, en fait, ce ne serait pas possible. Donc, nous, on est vulnérables au départ, clairement, on est une espèce pas très forte organiquement, mais par contre, qui a
compensée, et au-delà de la compensation, elle s'est empuissancée, si on peut dire les choses comme ça, de manière très très forte avec ses artefacts et ses savoirs. Mais si on attaque les lieux de transmission culturelle, on les affaiblit, on donne moins de moyens, on met moins de personnel, à l'heure actuelle, on se dit, ah ben là, le fait que démographiquement il y ait moins d'enfants, c'est une aubaine économique parce qu'on va mettre moins d'argent. Alors il faudrait réfléchir en se disant, ben, c'est l'occasion de maintenir les moyens et de pouvoir accueillir les enfants dans de meilleures conditions, que les processus d'apprentissage se fassent beaucoup mieux. Et on sait qu'on apprend beaucoup mieux dans des groupes beaucoup plus petits que dans des grands groupes, etc. Enfin bon, il y a plein de conséquences. Aujourd'hui, on a des processus de destruction de la recherche dans des domaines qui sont, du point de vue de ceux qui critiquent cette recherche et qui veulent appauvrir les chercheurs qui travaillent là-dessus, c'est un problème, en fait, de limitation du profit. Parce que si vous luttez pour avoir un climat moins dégradé, pour avoir plus de biodiversité, etc., ça suppose de faire moins de profit, ça suppose peut-être un peu de décroissance, ça suppose peut-être enfin des processus qui sont pas la recherche du profit absolument, quoi. C'est pas le seul objectif. Si on veut pouvoir continuer, il faut faire attention à ce qu'on fait, au processus de fabrication. Si on maîtrise pas tout ça, à un moment donné, ça se retourne contre nous. Et on aura beau casser le thermomètre ou enlever les chercheurs qui travaillent sur ces questions-là, la fièvre montera, ou les problèmes s'accumuleront. Voilà, c'est pas les chercheurs qui inventent les ouragans, les catastrophes naturelles, etc., qui vont se multiplier, on le sait, hein, c'est tout à fait documenté. Donc, quand on se met à attaquer le savoir scientifique, en fait, c'est une sorte de suicide collectif. Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus. Analyse graphique, synthèse d'ouvrages, podcasts, entretiens exclusifs et articles quotidiens. On compte sur vous. Dans la précédente interview, vous avez montré que les animaux aussi sont des êtres sociaux, des êtres culturels. Mais qu'est-ce qui va différencier notre rapport à nous, au savoir et à la connaissance, du rapport que les animaux, eux, entretiennent avec la transmission de connaissances et de savoir? Alors, il y a beaucoup de choses. C'est que nous vivons une situation très particulière qui est celle d'une altricialité dite secondaire, c'est-à-dire une très longue dépendance des petits par rapport aux parents. Les petits sont extrêmement vulnérables, ils naissent vulnérables et ils restent très longtemps vulnérables. Ce qui fait que la période d'apprentissage a augmenté. La durée de cette période a augmenté. Et évidemment, ce qui a fait dire à beaucoup de gens depuis très très longtemps que l'homme est un animal social, très social, particulièrement social, qu'il naît prématuré, etc. Et effectivement, nous avons toutes les conditions pour nous développer physiologiquement en même temps qu'on est en train d'apprendre des choses dans des interactions sociales et culturelles, forcément. Donc, on est une espèce très, très particulière de ce point de vue-là, et ça fait de nous, effectivement, des êtres d'apprentissage fondamentaux. Mais moi, je rappelle toujours que même les oiseaux, ils ont besoin d'apprentissage. N'importe quel mammifère a besoin d'apprentissage. On ne survit dans la très grande majorité des espèces que parce que on suit le comportement de ceux qui sont plus expérimentés, que parce qu'on a appris des choses dans l'interaction avec les autres, ou en les voyant faire, etc. L'apprentissage par imitation existe chez les poissons, chez les oiseaux, chez évidemment tous les mammifères, etc. Donc, il faut penser continuité. Voilà. Dans cette continuité, effectivement, nous, on est allé très très loin. Nous aussi, on a de l'apprentissage, mais on a cette condition initiale d'altricialité secondaire qui fait que nous avons un apprentissage culturel alors même que nous n'avons pas encore fini de développer notre cerveau.
Ce qui fait qu'il y a un entrelacement du développement ontogénétique de l'enfant et de son développement culturel. Et apprendre à grandir dans une société humaine, c'est pas simplement terminer sa maturité biologique. C'est ça, comme n'importe quel autre mammifère, mais c'est aussi avoir appris un certain nombre de choses. Et du coup, évidemment, plus les sociétés ont accumulé de savoir, plus c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on a quand même des enfants très tôt qui vont à l'école. À partir de l'âge de 3 ans, on a à peu près 90%, 95% des enfants qui sont scolarisés, ce qui est quand même une performance. Enfin, dans un pays comme la France, hein, c'est pas le cas de tous les pays sur la planète. Mais tout ça est lié au fait qu'en fait, c'est extrêmement important d'apprendre systématiquement des choses avec des choses de base qu'on a repérées, notamment la lecture et l'écriture, c'est la base de tout. Et puis le comptage. Voilà, les mathématiques, c'est aussi quelque chose qui est présent à peu près dans toutes les sociétés. Il faut apprendre un minimum à compter, à dénombrer, etc. Et donc, on a ces savoirs qu'il faut très rapidement... il faut faire entrer les enfants dans ces savoirs. Et ça, c'est quand même très, très spécifique à notre espèce. Est-ce que le développement très important technique qu'on a aujourd'hui grâce à ce rapport au savoir vous semble toujours nécessaire? Est-ce que ça ne devient pas plus maintenant une option culturelle qu'un besoin vital de se développer plus? C'est compliqué parce que, en fait, les choses les plus sophistiquées sont souvent celles qui sont les plus vitales. Alors, entendons-nous bien, on pourrait très bien revenir à des statuts de chasseurs-cueilleurs, mais alors on n'y est pas du tout préparé. On pourrait très bien vivre dans des petits groupes. Des groupes humains l'ont fait. Alors, on était moins nombreux à l'époque, et je pense que ce serait pas possible d'être aussi nombreux. Mais à l'heure actuelle, nos conditions de survie sont liées à des savoirs très sophistiqués, très luxueux, en fait. Donc, en fait, si on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un développement un peu trop grand, juste par désir de produire de la connaissance, etc. En fait, je ne crois pas, malheureusement, parce qu'on a tout fait pour que ce soit plus possible de se débrouiller autrement. Des gens qui vivent en autarcie, aujourd'hui, ça doit exister, hein, mais il y en a très peu. Alors en France, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Sur la planète, il y en a un peu plus, mais il n'y en a pas terriblement. À peu près, une très très grande majorité de sociétés vivent avec des modes de production, des modes de consommation, des divisions du travail, etc., qui sont au fond assez proches. Mais alors du coup, en tant que corollaire de la connaissance, est-ce que la recherche de la vérité, c'est aussi quelque chose qui est encodé en nous? En fait, la vérité, c'est une nécessité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut imaginer... Alors ça, c'est intéressant parce que souvent, il y a des débats philosophiques sur est-ce que nos savoirs sont vrais, est-ce que la science dit vrai, dans quelle mesure on peut parler de recherche de vérité en science, etc. Même la philosophie s'est posé la question, est-ce que la philosophie est une activité qui est en lien avec la recherche de la vérité ou pas? Là, les philosophes se divisent, etc. Bon, très bien, on peut débattre philosophiquement, mais à un moment donné, si tous nos savoirs étaient faux, n'avaient pas un rapport minimal avec la vérité, et ça fait longtemps qu'on aurait disparu. Si vous voulez, là aussi, il faut revenir à des conditions de base. Si nos savoirs, d'ailleurs avant même les savoirs scientifiques, hein, les savoirs empiriques ont été présents. Enfin, il y a eu de la pharmacopée, de la médecine, de la zoologie, de la botanique, plein de connaissances avant qu'il y ait des savoirs savants sur ces questions-là. Les navigateurs ont appris à se repérer par rapport aux étoiles, etc., avant même d'avoir l'aide de savants au sens de producteurs de sciences. Donc maintenant, on a des moyens. Mais pendant très très longtemps, les gens se sont débrouillés. Et si leur savoir avait été faux,
C'est souvent d'ailleurs une représentation qu'on peut avoir. Avant, les gens vivaient dans la pensée magique, le mythe, etc. Il y a un argument qui est massu là-dessus de Norbert Elias, qui est un grand sociologue. Norbert Elias, il dit si vraiment les gens qui vivaient dans des sociétés à mythe, c'est un récit, voilà, grand récit des origines, etc., ou avec des processus de magie. Voilà, il y a des actes magiques dans beaucoup de sociétés. Si ces gens-là n'avaient pas eu un savoir minimal leur permettant de s'orienter correctement par rapport à la réalité, et l'histoire de l'espèce humaine se serait arrêtée là. Si vous voulez, c'est ça qu'il faut se dire. C'est-à-dire que la question de la vérité, elle est cruciale parce que c'est la question de la possibilité de maîtriser un minimum notre rapport à la réalité. Si on est complètement déboussolé, si on se trompe sur tout, mais votre survie, vous n'allez pas vivre longtemps. Et collectivement, ce serait une catastrophe totale. Donc, moi, je pense que non seulement la science est en lien avec la vérité, elle recherche en permanence la vérité, en sachant que c'est jamais une vérité définitive, que c'est toujours temporaire, mais qu'en tout cas, quand vous avez un modèle qui vous permet de prédire des choses très précises, de faire des calculs très précis, etc., ou de dire allez observer là et vous verrez que vous observerez ceci, cela, etc., ça prouve que on ne dit pas des choses complètement fausses, complètement arbitraires. C'est pas juste une vue de l'esprit, une idée de construction, que la science construirait la réalité. Non, elle ne construit pas la réalité. Elle est temporaire, c'est une construction, ça, il n'y a pas de doute, mais c'est une construction qui a un rapport particulier à la vérité. Et avant même la science, c'était comme ça, de manière sans doute moins efficace que la science, mais enfin les gens ont réussi à survivre grâce à des savoirs qui leur permettaient de bien se conduire et de s'en sortir face à tous les fléaux qu'il y avait, toutes les catastrophes naturelles, toutes les maladies, épidémies, enfin voilà quoi. Donc la question de la vérité, c'est pas juste une question de philosophe, c'est une question de base de toute société. Donc, quand on dit on est dans des sociétés de post-vérité, etc., moi, j'avoue que j'hallucine totalement. On est dans des sociétés qui sont prêtes vraiment à mourir et à disparaître. C'est ça l'enjeu, en fait. Si vraiment plus rien ne peut être jugé plus vrai qu'autre chose, ben c'est la fin. C'est la fin. Il n'y a pas un animal sur Terre qui a vécu sur la base de fake news, hein. Mais alors, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, l'école remplit correctement sa mission de transmission des connaissances? La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de notre école. Enfin, il y a deux bouts. Il y a à la fois l'apprentissage à l'école d'un certain nombre de savoirs, et il y a aussi la création de nouveaux savoirs. Parce que nous n'arrivons à vivre et à survivre collectivement que parce qu'en permanence, des gens continuent à produire du savoir. Il y a une sorte de course contre la montre entre la production de nouveaux savoirs et l'arrivée de nouveaux problèmes. Bon. Donc, il y a deux gros problèmes, c'est il faut apprendre et il faut avoir les bonnes conditions d'apprentissage pour diffuser auprès d'un très grand nombre d'individus qui vont, pour partie, devenir des chercheurs. Et moi, ce qui m'étonne, c'est le fait qu'on limite le nombre de chercheurs dans une société donnée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire de la recherche. Et il y a très très peu de postes. Or, si tous les gens qui ont envie, qui font des thèses à l'heure actuelle, dans des domaines extrêmement différents, en agronomie, en physique, en chimie, en biologie, en sciences sociales, si tous ces gens-là qui souhaitent faire de la recherche dans ces domaines avaient des postes, en fait, il y aurait une augmentation, une accélération de notre connaissance de la réalité. Et on en bénéficierait, en fait, collectivement. Donc, à chaque fois que pour des raisons économiques, parce que c'est la seule raison, pour des raisons économiques, on dit le budget de la recherche, on va limiter. Là, on a perdu
plus d'1 milliard sur l'enseignement supérieur et la recherche, c'est hallucinant. À chaque fois, c'est moins de gens qui ont des emplois dans ces secteurs, c'est moins de moyens techniques. Quand on fait de la physique, il y a beaucoup de matériel qui coûte très très cher, etc. Bon, les sciences sociales coûtent pas très très cher, mais il y a beaucoup de secteurs qui coûtent quand même très cher. Si on enlève les moyens, les gens, même s'ils sont en poste, ne peuvent pas faire des miracles. Et à chaque fois qu'on affaiblit ces secteurs, on se rend pas compte de tout ce qui serait possible. Mais on peut même pas l'imaginer, c'est ça le problème. Si vous voulez, quand vous empêchez la recherche, vous n'avez pas l'impression de manquer de quelque chose. Parce que qui savait que le micro-ondes existerait un jour? Que l'horloge atomique existerait un jour? Qui savait que voilà, qu'un ordinateur serait possible, etc. 50 ans avant, les gens ne savaient pas. Donc, si on juge à l'heure actuelle des recherches sur la base de qu'est-ce qu'elles pourraient donner immédiatement en termes d'applications industrielles, etc., on juge très très mal. On ne peut pas, avoir une vue à court terme. Si on a une vue à court terme, vraiment, on a perdu la partie par rapport à tous les problèmes qu'on a affrontés. Donc, il faut absolument soigner tous ces univers-là et l'école. Alors, la question, à l'origine, c'était est-ce qu'on a les bonnes conditions de transmission de ces savoirs? Moi, je pense qu'on a fait beaucoup de mal à l'école depuis plusieurs décennies et qu'il y a même des points qui sont devenus tellement ordinaires, évidents, qui ne sont même plus discutés. Par exemple, les programmes scolaires, le fait qu'on évalue les élèves. On est habitué à ce système d'évaluation, de classement, d'hiérarchisation, etc., au niveau des élèves dans une classe, au niveau des établissements, nationalement, au niveau des pays. On compare, on a les résultats PISA qui comparent des différents pays en matière de performance scolaire des élèves, etc., en maths, etc., et en fait, on ne se rend pas compte que tout ça a très peu à voir en fait avec les processus d'apprentissage et qu'on consacre sans doute beaucoup trop de temps à des évaluations et qu'on ne prend pas assez le temps d'assurer un certain nombre d'apprentissages et d'approfondissement. D'ailleurs, vous montrez que les enfants ont des sortes de pulsions exploratrices, une sorte de curiosité innée. Est-ce que l'école permet d'encourager ces dispositions naturelles ou pas du tout? En partie, oui. Et en partie, elle est plutôt destructrice de cette curiosité qu'on peut clairement appeler naturelle. Parce que les enfants, alors depuis qu'il y a de la psychologie du développement, de la psychologie de l'enfant, on sait que les enfants, c'est des êtres qui ne cessent de tester, d'expérimenter. Ils commencent par tout mettre à la bouche pour voir si c'est dur ou mou, pour avoir le sens un peu de ce qu'est l'objet en question. Évidemment, il le manipule avec les mains, il le jette, il le rattrape, etc. Dès qu'il sait un peu ramper ou marcher, et on sait qu'ils vont en permanence prospecter, découvrir. Et dès qu'ils ont du langage, ils prolongent en fait cette recherche permanente, cette curiosité permanente, par des pourquoi. Donc, ils veulent apprendre des choses, mais des fois, c'est sur l'univers, sur des étoiles, sur des animaux, sur je sais pas, n'importe quoi, ils posent des questions. Et puis, à un moment donné, ça commence à se tasser. Ils posent moins de questions. Et en fait, malheureusement, des études montrent qu'en partie, c'est lié à l'école. C'est-à-dire que l'école, ça suppose une discipline collective, ça suppose de prendre sa place dans un groupe, on ne peut pas poser des questions à tout va, etc. Donc il y a un vrai problème pédagogique, parce que c'est le lieu où doivent se faire de l'apprentissage. A priori, quelqu'un de curieux, c'est très très bien. Mais si cette curiosité est personnelle, ça ne marche pas dans un groupe. Donc, on va avoir tendance à dire, bon, pas maintenant, ne parle pas, ne fais pas ci, tu parles quand tu as la parole, quand je te donne la parole, etc.
ça, d'une certaine façon, c'est incontournable, parce que la vie d'un groupe, on ne peut pas faire n'importe quoi si on veut organiser la vie d'un groupe. Donc ça a tendance déjà à diminuer la curiosité ou l'emballement des enfants. Il faut qu'ils rentrent dans des voies, dans des moules à l'intérieur desquels ils vont pouvoir continuer à développer leur curiosité. Mais déjà, c'est une limitation. Et puis, si on commence à faire, alors, c'est pour ça que l'école maternelle est quand même beaucoup plus sympathique de ce point de vue-là. Il y a plein de choses qui s'apprennent véritablement sur une base ludique, avec des jeux, avec des manières beaucoup plus souples, etc., sans grande évaluation, etc. Donc les enfants sont un peu dans le paradis, puis dès qu'ils arrivent à l'école primaire, bon, généralement ça commence en grande section de maternelle, on commence à dire, bon, bah là les choses deviennent sérieuses, il faut rentrer dans l'écrit, il faut savoir déchiffrer, il faut savoir lire, écrire, compter, et commencent les évaluations, ce qui engendre la peur des notes, l'humiliation de toute façon inévitable quand vous avez des gens qui sont en dessous de la moyenne. Dans une salle de classe, les gens parfaitement heureux, c'est ceux qui sont toujours en tête de classe. Et encore, à mon avis, une partie d'entre eux sont malheureux parce qu'ils ont baissé à un moment donné, ils ont une note plus basse et ça les rend très tristes. Ils rentrent chez eux, ils pleurent, etc. Donc quand on voit tout ce processus-là, qui fait que l'évaluation devient quelque chose qui bloque en fait la curiosité des enfants. C'est quelque chose qui prend trop de place en fait à l'intérieur de l'école et qui fait que on va apprendre des choses pour pouvoir passer un contrôle, pour pouvoir répondre aux questions qu'on nous pose, etc. On voit que là, la machine commence à tourner à l'envers. Parce que l'école, c'est le lieu officiellement de l'apprentissage. L'évaluation, c'est juste pour vérifier que cet apprentissage s'est bien fait. Si on inverse tout et qu'on dit il y a des examens, il y a des contrôles, et qu'il va falloir se préparer pour le contrôle, ben on inverse tout le système et c'est pas la meilleure façon de développer la curiosité des enfants. On voit par exemple que les mathématiques, elles sont pas détestées par les enfants tout de suite, mais que ça monte très très vite. Alors ça monte plus rapidement chez les filles que chez les garçons, mais à l'école primaire, en fin d'école primaire, l'image des mathématiques est terrible. Et comme en plus on a fait des mathématiques un instrument de sélection, enfin c'est le père Fouettard, quoi, en fait, les mathématiques. Pourquoi plus les mathématiques que les autres disciplines? Alors, pourquoi on a fait ce choix-là? Alors ça, il faudrait faire l'histoire de l'école. Pendant longtemps, ça a été le latin. Hein. Dans un autre état du système d'enseignement, le latin était ce qui permettait de faire le tri, notamment au lycée. Et puis c'est devenu progressivement les mathématiques. Bon. D'ailleurs, d'une certaine façon, beaucoup de mathématiciens s'en plaignent parce qu'ils disent, en fait, du coup, les gens, ils détestent les mathématiques parce que c'est l'instrument de torture. C'est l'instrument qui permet de faire le tri entre les élèves. Ce qui est, en fait, désastreux quand on voit l'intérêt intrinsèque des mathématiques, qui est un savoir assez incroyable, mais qui est devenu quelque chose qui est un moyen de sélection, qui fait peur à beaucoup, qui terrorise, et le fait qu'on ait des programmes surchargés fait qu'on ne peut pas rester un peu longtemps sur des notions. Et comme on fait des mathématiques un instrument de sélection, il y a tous les ingrédients pour faire détester les maths. Est-ce que l'école va nuire aussi à la créativité et à l'imagination? Oui, par force. C'est-à-dire que, vu que c'est un lieu d'évaluation, c'est un lieu où on privilégie pendant très très longtemps le fait de bien connaître les connaissances, l'état des connaissances qu'on a transmis, et pas des capacités de recherche, des capacités d'imagination, etc. Alors, il y en a évidemment plus dans des domaines comme la littérature, quand on fait des formations littéraires. Et enfin, encore que, hein, les exercices très très codés finalement au bac en français laissent peu de marge de manœuvre.
Et après, même à l'université, pour arriver à avoir des enseignements, même de philosophie, de philosophes très récents, etc., c'est extrêmement difficile. Et donc, en fait, il y a un poids des programmes, il y a un poids de l'évaluation qui fait que pour trouver sa place, quand on a un esprit un peu créateur ou créatif, c'est très très difficile. Ce qui fait que, on le sait, par des témoignages, quand on travaille sur des trajectoires d'artistes, ils ont tous un rapport très contrarié à l'école. Enfin, tous, pas tous complètement, mais une très grande majorité d'entre eux ont un rapport extrêmement problématique avec l'école, qui a été pour eux une souffrance parce que ils ont vu que c'était le lieu de l'apprentissage par cœur, de choses un peu rigides, d'évaluation, etc., et pas d'évaluation des capacités à imaginer, comprendre, aller un peu au-delà de ce qu'on nous dit, etc. Ça commence très tardivement à l'université, et encore. Est-ce que ce système de notation a au moins le mérite de sélectionner les plus talentueux ou même pas? Alors, c'est difficile parce qu'évidemment, il y a des enfants qui ont vraiment beaucoup de mal pour des raisons d'origine sociale, de niveau de capital culturel des parents, etc., ou des conditions de vie tout à fait matérielles. Parce qu'il y a aussi des conditions de vie qui rendent possible les apprentissages chez les enfants quand les enfants sont vraiment dans des univers où la survie, elle est plus importante que... et la survie économique immédiate est plus importante que la transmission de savoir. C'est difficile pour eux de se concentrer à l'école, etc. Bon. Mais pour ces enfants-là, évidemment, qu'il y a des difficultés et que des recherches que j'ai pu mener dans le passé ont montré qu'il faudrait vraiment trouver des moyens de donner plus à ceux qui ont moins. Pour dire les choses un peu rapidement, il faut des politiques de compensation dans tous les domaines, qui ne sont évidemment pas mises en œuvre parce qu'elles coûtent très cher. Mais si on ne le fait pas, il faut pas parler d'une école démocratique, il ne faut pas parler de liberté, égalité, fraternité. Enfin, non, si on veut vraiment de l'égalité, il faut voir qu'il y a des conditions inégales de départ. Donc, il faudrait ça. Après, bien sûr que ça sélectionne l'école sélectionne des enfants qui ont appris à lire, à écrire, à compter, à maîtriser des savoirs scolaires, etc., etc. Le problème, c'est que à un moment donné, quand on a été trop bon élève, on est aussi très docile. On est aussi très discipliné, très docile. On travaille aussi pour le concours, pour l'examen, pour le contrôle, etc. Et du coup, on n'est pas les mieux placés, paradoxalement, pour être des bons chercheurs après. C'est quoi les qualités d'un bon chercheur? Les qualités d'un bon chercheur, c'est de ne pas toujours faire ce qu'on nous dit de faire. C'est, par définition, quelqu'un qui va créer quelque chose qui n'existe pas, il est un peu rebelle par rapport aux demandes, il veut aller au-delà des demandes qu'on lui fait, il dépasse, on lui dit « mais non, ça sert à rien de se poser ce genre de questions », il se les pose quand même, etc. Enfin, c'est un sale gosse, en fait, un vrai chercheur. Donc, quand vous sélectionnez des gens dans les classes préparatoires aux grandes écoles, que vous les retrouvez dans les grandes écoles, etc., ils sont très, très bien formés. Ça fait de très bons professionnels. Est-ce que ça fait, dans leur grande majorité, d'excellents chercheurs? Là, je suis beaucoup plus dubitatif. Et souvent, c'est des gens à parcours un peu contrarié qui apportent des choses dans ces milieux-là. Je cite dans l'ouvrage Carlo Rovelli, qui est physicien et qui disait déjà dans son témoignage, dans un ouvrage de témoignage, où il disait moi, je vais à l'université, je me rends compte que je perds mon temps, donc j'arrête de suivre les cours, je prends les bouquins à la bibliothèque et je travaille chez moi, à mon rythme, comme je veux, puis sur les sujets que j'ai envie, etc. Donc déjà, ça, c'est le genre de choses, on dit, quand même, ils sont pas sérieux, ils viennent pas aux cours et tout. Bon, Carlo Rovelli, c'est un très, très grand physicien. D'ailleurs, vous citez aussi le cas de Higgs, de Einstein, enfin des chercheurs comme ça,
qu'on connaît tous et qui est un peu fâché avec l'école quand même. C'est quoi les reproches qui s'adressent à l'école? Oui, ça ne veut pas dire qu'ils étaient mauvais scolairement, loin de là, mais ils n'étaient pas complètement conformes. Ils n'étaient pas complètement conformes. Par exemple, Einstein ne supportait pas d'apprendre les choses par cœur, à une époque où il fallait quand même beaucoup apprendre par cœur. Il trouvait que les programmes étaient surchargés. Ça met en position, en fait, de limiter sa curiosité, ce qui est quand même le comble. Surtout quand on veut former des futurs ingénieurs, des futurs chercheurs, etc. Et lui, il rajoutait à ça le fait que, parce qu'il n'avait pas eu de poste à l'université immédiatement, il a travaillé dans un bureau qui délivrait des brevets techniques. Donc il travaillait dans ce bureau. En même temps, il travaillait sur la théorie de la relativité restreinte, puis générale. Et il dit dans un témoignage, mais si on m'avait forcé, si j'avais eu un poste à l'université, on m'aurait forcé à faire des publications, à publier, sur des choses pas centrales, parce que de toute façon, vous n'avez pas le temps. J'aurais pas eu le temps de prendre des questions de fond, ce que me permettait mon travail au bureau des brevets. Et du coup, bah oui, il dit que l'école lui a enlevé de la curiosité, qu'il a eu de la chance de ne pas être dans des bonnes positions en fait académiques, mais qui lui aurait cassé sa volonté de comprendre des choses un peu fondamentales. Et Higgs, qui a produit une théorie qui a permis de découvrir une particule qui est le boson, dit à l'heure actuelle, je ne suis pas sûr qu'on me recruterait à l'université, parce qu'il a publié très très peu. Il a publié très très peu de papiers, et à l'heure actuelle, c'est au nombre de papiers que vous êtes évalué, qu'on vous donne des financements, etc. Donc, il faut avoir du temps, ça c'est aussi une chose extrêmement centrale, j'espère qu'on y reviendra à un moment, mais dans Savoir ou Périr, j'insiste beaucoup sur le temps. Le temps de l'apprentissage, il faut prendre le temps, il faut arrêter d'accélérer pour terminer un programme. Terminer un programme, ça n'a aucun sens. Parce que même d'un point de vue cognitif, il faut du temps pour ingérer une information, pour pouvoir faire des liens entre cette information et le monde qui nous entoure, et puis pour du coup avoir des idées. Oui. C'est-à-dire, c'est laisser le temps que ça s'installe. C'est un temps d'incompréhension, que la curiosité puisse s'affronter à des choses qui sont pas toujours simples, etc. Puis on laisse tomber, on attend un peu, puis on revient sur le problème, en changeant un peu les données du problème, etc. Bon, si on a attaqué d'un côté, on peut attaquer d'un autre. Ceux qui n'avaient pas compris en attaquant comme ça, ils commencent à comprendre en attaquant un peu différemment, etc. Et ça s'installe progressivement. Mais ça demande du temps. Ça suppose de ne pas avoir des programmes monstrueux et d'accélérer toutes les séquences pédagogiques pour pouvoir terminer. Il y a ce problème du temps, et le temps qui est retiré aussi aux chercheurs, à qui il y a des charges administratives, des charges pédagogiques, des charges qui font que les gens ont de moins en moins de temps, ont même des charges pour déposer des projets, pour avoir de l'argent et avoir le temps éventuellement de faire de la recherche, quand les gens ne disent pas après, pour gérer toute cette somme d'argent, pendant 4-5 ans, je n'ai rien fait d'autre que de gérer un budget. Ou alors on m'a demandé de remplir des calendriers en permanence de qu'est-ce que j'ai fait pour la recherche, etc., quand c'est sur le plan européen, et ainsi de suite. Donc c'est un monde qui devient fou, en fait. Ça retire du temps précieux aux chercheurs, qui devraient pouvoir être tranquilles, libérés de plein de contraintes, prendre leur temps. Il y a en fait aucun problème à rendre une recherche au bout de 6 ou 7 ans, alors qu'au départ, on vous dit c'est en 3 ans, et puis c'est tout, il faut un rapport, et puis des conclusions, et ainsi de suite. Mais ça, il faut vraiment jamais avoir fait de la recherche pour penser qu'on peut cracher comme ça les choses. Il y a même des projets qu'on est obligé de remplir en disant « attendu de la recherche ». On nous dit « attendu de la recherche ». Mais mon Dieu, si je savais les attendus de la recherche, je sais pas. Ou alors on répond ironiquement bouleverser l'ordre du savoir, mais je crois que ça va pas leur plaire, les financeurs. Mais ce qu'ils attendent, c'est qu'on sache déjà le résultat qu'on veut atteindre ou qu'on va atteindre probablement. Ça n'a pas de sens.
En fait, la vraie recherche, c'est une recherche qui vous mène à un endroit où vous n'aviez pas prévu d'aller. Et pourquoi on continue à s'acharner avec ces programmes surchargés alors que tout le monde est à peu près d'accord sur le fait que c'est pas viable? Parce que malgré tout ça, et c'est un peu ce que je pointe, c'est que malgré toutes les difficultés en termes de transmission, en termes de création de savoir, il y a quand même des gens qui arrivent à s'en sortir là-dedans, qui arrivent à garder leur curiosité, qui arrivent à garder du temps. Alors, il y a quand même des dispositifs, mais pour des minorités, en fait. Il y a plein de possibilités d'échapper à des contraintes universitaires, des choses administratives, gestionnaires, et ainsi de suite, pour se consacrer à temps plein à de la recherche pendant des temps limités. Mais voilà. Donc, grâce à ça, une partie des chercheurs peuvent faire des choses. Le problème, c'est que quand c'est une minorité, ça veut dire qu'on a une perte considérable, comme je disais tout à l'heure. En fait, on ne saura jamais ce qu'on a perdu. On ne sait pas. Si on donne plus de temps, plus de possibilités, à la fois aux élèves pour apprendre et aux chercheurs qui créent, en fait, il y a des choses qui seraient aujourd'hui produites qui n'existent pas. Voilà, c'est très compliqué d'expliquer ça et de justifier ça. Et comme on a affaire à des technocrates, tous les financeurs sont des gens qui ne savent pas ce que c'est que la recherche. Encore une fois, demander quels sont les attendus de la recherche, c'est vraiment ne pas savoir ce que c'est que la science. C'est quoi, selon vous, l'intelligence? Ah, ça c'est une bonne question. Alors, c'est certainement pas ce que mesure un quotient intellectuel. Ça, déjà, on pourrait régler le problème par le haut. Alors, l'intelligence, c'est en fait des capacités d'adaptation. C'est résoudre des problèmes. Donc, on peut dire qu'il y a de l'intelligence un peu partout dans le vivant. Quand on voit toutes les... Je ne sais pas, vous prenez par exemple des plantes. Il y a des plantes qui se font manger par des insectes. Elles peuvent produire des molécules en réaction à ça qui les rendent indigestes. C'est malin, on peut dire. C'est ingénieux. Mais non seulement elles font ça, mais elles produisent des molécules qui avertissent les autres plantes. Il y a même des choses encore plus subtiles. Vous avez des arbres qui favorisent, attirent certaines espèces qui sont mangeuses d'autres espèces qui viennent manger l'arbre, et donc pour se protéger, elles utilisent le moyen le plus sûr, c'est de faire venir des espèces qui sont prédatrices de ces espèces qui sont mauvaises pour la plante en question. On les attire pour qu'elles puissent nous défendre. Donc on voit que c'est rempli d'ingéniosité. Est-ce que c'est de l'intelligence? Il y a des gens qui diraient « Ah ben non, il n'y a pas d'intelligence parce qu'il n'y a pas de cerveau, parce qu'il n'y a pas de système nerveux, etc. » Mais en fait, il y a beaucoup d'ingéniosité. Évidemment que ça s'organise de plus en plus de manière de plus en plus sophistiquée, mais quand il y a quand même des capacités d'apprentissage chez des unicellulaires qui sont capables de reconnaître le fait qu'une substance est salée, qu'elle est amère, qu'elle est pas agréable, etc., le garder en mémoire. Pour moi, c'est des bases d'intelligence, évidemment. Mais évidemment, on associe plus souvent ça à des cerveaux, et évidemment que nous avons des gros cerveaux avec un cortex préfrontal qui est imposant, qui gère plein de choses liées à la conscience, et que ça nous a permis, bien sûr, des développements culturels notamment. Mais on ne peut pas dire que l'intelligence, elle soit qu'humaine, ça c'est sûr. Et l'intelligence animale, beaucoup d'éthologues, alors qu'ils travaillent dans un domaine qui s'appelle l'éthologie cognitive, travaillent sur des formes d'intelligence animale extrêmement différentes. Et là aussi, c'est tout à fait stupéfiant, ce que des espèces, par exemple, comme les abeilles, qui ont des tout petits cerveaux, arrivent à faire, quoi, à apprendre, à reconnaître. Donc il y a de l'intelligence un peu partout dans le vivant. Et c'est un peu comme l'apprentissage, c'est presque une des conditions de la vie et de la survie, c'est d'avoir un minimum d'intelligence pour savoir comment agir en fonction de l'environnement qui se présente. Voilà. Comment on pourrait évaluer l'intelligence chez les humains?
Est-ce qu'il faut vraiment évaluer l'intelligence chez les humains? Il faut vérifier qu'ils apprennent des choses qui sont indispensables. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne se pose plus de questions dans un certain nombre de domaines. On est obligé d'apprendre des choses. Encore une fois, nos sociétés reposent sur un savoir scientifique et technique extrêmement fort. Si ça, c'était pas transmis, peu de chances qu'on survive très longtemps. En tout cas, sur la base de nos organisations actuelles, qui repose entièrement sur ces savoirs et cette technologie. Mais non, l'intelligence, elle est variable selon le domaine. En tout cas, c'est pas l'école du coup qui permet d'évaluer ça, quoi. Non, au contraire. J'allais dire, l'école peine par rapport à ça, parce que c'est compliqué. Des gens qui savent très bien peindre, par exemple, avec de la perspective, etc., mais qui décident de ne pas utiliser la perspective, c'est un choix. Donc il y a plein de choses où beaucoup de peintres sont passés par des connus et qui ont fait des révolutions artistiques, etc., ont appris des choses extrêmement académiques, etc., et ils savent le faire, mais ils ne le font pas. Parce que ça ne les intéresse pas. C'est ça aussi l'intelligence créatrice du côté artistique. C'est inventer des formes, c'est inventer des textes ou des figures, etc., qui étonnent, qui modifient notre regard, notre vision, etc. Et ça relève d'une intelligence qui n'a rien à voir avec... Enfin, qui n'a rien à voir. Des fois, il y a des liens avec l'intelligence de type mathématique, de type scientifique empirique ou d'ingénieur, technicien, etc. Chaque année, on a le droit au fameux classement PISA, on en a parlé rapidement. Est-ce que vous pensez que c'est des classements pertinents Ça fait partie du cirque, c'est-à-dire de la comparaison permanente pour, on va dire, la France est... On va donner le classement. C'est comme Shanghai pour les universités, le classement de Shanghai. À quoi sert le classement de Shanghai? Est-ce que ça change quelque chose de savoir que nos élèves sont moins bons en mathématiques que des Danois, que des Allemands, des Portugais, des Turcs, etc. Bon, dans le cadre d'une concurrence internationale, on peut se dire, ah bah oui... c'est un peu humiliant de voir les classements de la France, par exemple, les classements PISA, mais est-ce que c'est le problème? Et d'abord, quand on sait ça, est-ce qu'on en a fait quelque chose de tout ça pour pouvoir améliorer les performances? Parce que oui, c'est pas réjouissant de voir qu'il y a des élèves qui sont vraiment pas très bons en mathématiques, qui, dans les enquêtes qu'on peut faire dans les sciences sociales sur le rapport à ces savoirs, ils témoignent de leur détestation des mathématiques ou du fait que ça leur fait un peu peur, etc. Tout ça n'est pas réjouissant. Mais si on ne s'attaque pas aux causes réelles de ces choses-là, on a beau avoir les classements PISA, alors on est content qu'on est bien classé, mais quand on n'est pas bien classé, qu'est-ce qu'on fait? Ça n'a jamais servi à améliorer de quelque manière que ce soit le système éducatif. De même que les classements de Shanghai. Alors, en tant qu'universitaire, j'étais universitaire pendant très longtemps, le classement de Shanghai, ça a amené des gens à se dire, bon, alors, comment le classement est fait? Sur la base du nombre de publications, du nombre de gens qui ont eu des grandes reconnaissances internationales, etc., etc. Donc, ils ont agi en conséquence. Il faut regrouper des établissements. Donc, il y a eu une politique de regroupement partout des établissements. Mais en fait, ça sert à quoi? En plus, tout le monde fait un peu ça en Europe. Donc, au bout du compte, vous pensez que vous allez avoir un meilleur classement parce qu'il y aura plus de chercheurs qui publient, etc. Mais vous n'aurez rien changé au processus de fabrication des connaissances. Donc, c'est au contraire, avec toutes les injonctions lancées aux chercheurs, avec toutes les réunions qui ont été menées pour construire ces regroupements, etc., on a fait perdre du temps à un très grand nombre de gens. Les vrais chercheurs, en général, ils vont à aucune de ces réunions. Parce que si vous faites ça, vous arrêtez la recherche. Donc, si vous voulez, si ça servait à quelque chose, je serais le premier à dire, bon, c'est pénible, mais ça sert. En fait, ça sert juste formellement. Donc, c'est toujours avec la recherche d'être meilleur qu'un autre. On était 14e, on est devenu 13e. Ou alors on s'inquiète, on est passé 15e. Qu'est-ce qu'il faut faire pour remonter dans le classement? Enfin, tout ça n'a strictement aucun intérêt. Enfin, je veux dire, c'est même pas digne de scientifique.
Parce qu'on pourrait se dire que les nations qui sont bien classées au PISA vont produire de meilleurs ingénieurs, qui vont être capables du coup de redresser le tissu industriel du pays, qui vont être capables d'être plus compétitifs. Et donc du coup, au bout du bout, ça peut avoir des effets sur le commerce international, sur la... Mais là, on est d'accord. On est d'accord. Le problème, c'est que pourquoi on a ces instruments et ces comparaisons permanentes? Si ça servait à faire vraiment un diagnostic très précis de qu'est-ce qui ne va pas à l'école, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut changer pour que des élèves ne détestent pas les maths ou la physique, enfin les sciences en général, mais qui ne soient pas non plus dégoûtés d'ailleurs de la littérature. Ce monde est fou. Vraiment, quand on prend un peu de recul, on se dit c'est pas possible. C'est pas possible que quelqu'un qui fait des études de lettres n'ait pendant le temps, et ça vous pouvez demander à des gens qui sont en classe préparatoire littéraire, personne n'a le temps de lire un livre en entier. Ou alors si il prend ce temps-là régulièrement, il perd pied. Parce qu'il y a un programme énorme et il y a un temps limité. Donc, ils survolent. Et ils apprennent à parler de choses qu'ils n'ont pas vraiment lues, ou lues très rapidement, superficiellement, etc. Ils lisent des profils, des petits manuels qui permettent de savoir parler des œuvres, etc. Si on se laisse prendre par une œuvre, il faut prendre le temps. C'est toujours une question de temps. Donc si on ne fait pas tout ça, pourquoi on fait les choses? Dans votre précédent ouvrage, vous étiez assez critique sur la manière dont on fait de la recherche aujourd'hui. Vous avez montré qu'on manque cruellement de synthèse et même plus largement de vision systémique. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce point? En fait, alors ça c'est tout particulièrement valable pour les sciences sociales, mais c'est aussi un problème dans les autres sciences. Bon, toutes les sciences ont une tendance à la spécialisation, à la division scientifique du travail. Ce qui fait que vous avez des gens en physique qui vont travailler sur des phénomènes très très particuliers, d'autres sur d'autres phénomènes très particuliers. Ils ne se lisent pas entre eux parce que c'est trop spécifique, etc. Beaucoup de mathématiciens vous diront je suis des conférences de collègues qui travaillent, je sais pas, en topologie, alors qu'ils font de l'algèbre ou de la logique, voilà. Et il dit, en fait, on comprend rien à ce qu'ils font. On a quelques idées de ce qu'ils sont en train de faire, mais c'est très coûteux, en fait, de rentrer dans un univers donné. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de division du travail, beaucoup de spécialisation, et au bout d'un moment, c'est très difficile de faire des liens entre ces différents développements de savoir, à l'intérieur même d'une seule branche, en fait. Par exemple, les mathématiques, c'est valable pour la physique aussi. Mais on voit qu'à chaque fois qu'il y a des synthétiseurs. C'est-à-dire que Newton est un synthétiseur, Einstein est un synthétiseur, Darwin en biologie est un synthétiseur. Quand vous regardez tout ce qu'il convoque, Darwin, il convoque des savoirs géologiques, des savoirs embryologiques, des savoirs anatomiques, etc., etc. Écologiques aussi, sur les rapports entre les différentes espèces. Lui, il a synthétisé. Et du coup, il a fourni le cadre général de la biologie contemporaine. C'est-à-dire que la théorie de l'évolution, il n'y a pas un biologiste. Alors, beaucoup de biologistes, personne ne la conteste, beaucoup de biologistes disent qu'il faut l'améliorer, qu'il faut resynthétiser des choses parce qu'il n'y a pas que la sélection naturelle, il y a d'autres processus, etc., qu'il faut arriver à articuler entre eux. Voilà, ça, c'est des enjeux tout à fait importants. Mais depuis Darwin, on est reparti vers des spécialisations. Mais il y a quand même un cadre commun. Nous, en sciences sociales, ni on a de cadre commun, on n'a pas de cadre commun et on a beaucoup de spécialisation. Donc, il y a toutes les conditions pour ne pas y voir clair. Vous prenez une boîte avec des morceaux d'un puzzle. Si ça, c'est la réalité, vous ouvrez la boîte, vous jetez tout en l'air et vous avez tout par terre. Voilà, ça, c'est l'état des sciences sociales. Et on n'a pas de cadre. Voilà. Donc, qui va faire des liens entre tel morceau, qui va reconstruire l'image?
Donc, ce que j'explique depuis les structures fondamentales des sociétés humaines, même bien avant, j'avais un texte qui s'appelait Monde pluriel en 2012, qui disait il faut arriver à lutter contre cette spécialisation excessive. Parce que les mêmes processus sont à l'œuvre dans des univers très différents, dans des domaines très différents, dans des sociétés différentes, des époques différentes, etc. Mais on n'est pas en mesure de les voir parce que, je sais pas, un sociologue ne lit pas un assyriologue qui travaille sur la Mésopotamie plusieurs millénaires avant nous, etc. Enfin, donc, les gens ne savent pas, en fait, qu'ils retombent sur des problèmes identiques, sur des mécanismes, des fonctionnements identiques, etc. Parce que le savoir est morcelé, parcellisé. Donc, il faut travailler à une intelligence collective, en fait. Et il faut arriver au moins à ce qu'ont réussi à faire la biologie, la physique, la chimie, c'est-à-dire avoir des pôles de synthétisation qu'on appelle la physique théorique. En mathématiques, il y a des gens qui travaillent sur des questions extrêmement spécialisées, et puis il y a eu des gens comme Alexandre Grothendieck, le groupe Bourbaki, le programme de Langlands, qui est un très grand programme, qui sont à chaque fois des entreprises d'unification des branches des mathématiques, des gens qui font des liens entre des choses qui n'ont a priori rien à voir, entre la géométrie et l'algèbre, entre la logique, la topologie et tel autre. Bon, ils créent des liens entre toutes ces choses-là, montrant qu'en fait, c'est les mêmes problèmes, mais qui se présentent de manière différente. Et c'est accepté par les autres mathématiciens. Les autres mathématiciens ne disent pas « Oh, ils se prennent pour qui, ces gens qui veulent voir des problèmes généraux, alors que nous, on travaille sur des petits problèmes ou des problèmes plus spécialisés. » Non, ils ne le vivent pas comme ça. Or, en sciences sociales, il y a beaucoup cette tendance-là. On a tendance à critiquer ceux qui veulent faire des synthèses, qui veulent relier des choses, etc., en leur reprochant de ne pas faire des travaux empiriques précis, etc. Enfin, ce que j'ai fait pendant 30 ans, mais je pense qu'il y a des moments où on a besoin de synthèse. Et je cite dans Savoir ou périr, pour plein de raisons d'ailleurs, mais une des raisons pour lesquelles je cite un historien qui s'appelle Marc Bloch. Marc Bloch disait, en histoire, il faut des monographies sur des situations singulières, etc., et des synthèses. Si vous ne faites pas de la synthèse, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien à ce qui se passe, et donc lui, il avait un programme qui était articulation de monographie et de synthèse, et il disait même à ceux qui font des monographies, il faudrait que les monographies se fassent en pensant à une synthèse future, c'est-à-dire en pensant dégager les choses qui leur paraissent sortir de leur objet, qu'est-ce qui se dégage? Ce qu'on appelle des résultats souvent, mais les résultats les plus importants, les plus significatifs, parce que ça, d'autres vont pouvoir être alertés sur ces résultats-là, sur ces tendances-là, parce qu'ils vont reconnaître ça, un processus par exemple, ou une structure, ou bon, peu importe, sur un tout autre objet. Et donc la monographie va préparer des synthèses. Donc c'est à ça que j'appelle, mais j'appelle à une chose, encore une fois, qui s'est mise en place historiquement dans les sciences dites dures, les sciences physiques, biologiques, chimiques, etc. Alors, vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage très dense qui s'appelle « Enfance de classe », dans lequel vous avez analysé sur le terrain les déterminismes sociaux à l'école. Qui sont les enfants qui s'en sortent le mieux? Oh, bah c'est assez simple en fait. Hein. Plus vous montez dans l'espace social et dans l'espace des capitaux culturels, on va dire, et plus vous avez une chance de réussir scolairement. Voilà. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que, alors là, c'est la loi générale, c'est-à-dire qu'en fait, le capital culturel va au capital culturel, c'est une des grandes lois de la reproduction. Ça, Bourdieu le formulait comme ça, il parlait même de loi, ce qui est quand même risqué, parce qu'aujourd'hui, vraiment, les sciences sociales refusent beaucoup le langage de la loi, etc. Mais je crois que Bourdieu avait tout à fait raison de parler de loi, sauf qu'il ne voyait pas que cette loi de la reproduction culturelle, c'est une loi plus générale de la reproduction. Les institutions, les structures sociales, etc., cherchent à persévérer en leur être, pour parler comme Spinoza, c'est-à-dire elles cherchent à se reproduire,
à se maintenir, etc. Alors évidemment, elle n'y arrive pas. C'est ça que ne comprennent pas les gens qui n'aiment pas le terme de loi, qui disent alors c'est immuable. Pas du tout. Il y a des tendances, c'est des tendances. Toute structure essaye de se maintenir, de se reproduire, voire de s'étendre. Après, il y a d'autres forces qui les contraignent à ne pas pouvoir le faire. Oui, parce qu'on considère assez facilement que les transclasses, c'est-à-dire les personnes qui ont réussi à s'élever socialement grâce à l'école, sont la preuve que la méritocratie existe. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous ? Je pense que les gens ne savent pas ce que c'est que des statistiques et des probabilités. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que... Et d'ailleurs, j'ai lu sous la plume de sociologues qui sont connus, je ne les citerai pas, mais qu'à partir du moment où il y a des contre-exemples à une loi, c'est pas une loi. Voilà. Ça, on trouve un contre-exemple, un seul suffit à faire tomber une loi. Bon, ça, c'est vraiment ne rien avoir compris à la notion de loi. Et par exemple, la loi de la reproduction sociale et culturelle, qui dit qu'il y a une tendance à la reproduction, elle explique une très très grande partie de ce qui s'observe statistiquement en permanence. C'est-à-dire que quand vous êtes enfant d'ouvrier à un niveau de diplôme relativement bas, etc., alors il y a toujours des différences au sein du monde ouvrier. Si vous avez des parents qui ont eu aucun diplôme, voilà, vous êtes en moins bonne position qu'avec un père qui avait eu un BEP, qui lui-même est en moins bonne position que celui qui avait un bac professionnel, etc., etc. Donc, en fait, c'est compliqué. Il y a plus de chances en fonction du volume de capital, du nombre d'années durant lesquelles les parents sont restés à l'école, les habitudes qu'ils ont pu prendre à l'école et qu'ils vont transmettre sans même s'en rendre compte à l'intérieur de la famille. Donc ça, évidemment, plus vous montez dans l'espace social, plus vous allez vers des milieux qui ont de la culture, qui sont passés à l'université. Enfin, des fois, quand vous interrogez des gens en milieu populaire, il est très fréquent que vous remontez 2 générations, vous tombez sur des analphabètes. Dans les classes sup, le plus fréquent, c'est de remonter très très haut pour trouver quelqu'un qui n'est pas passé par l'enseignement supérieur. Donc là, vous voyez qu'en fait, dans certains milieux, la réussite universitaire, même dans les grandes écoles, enfin voilà, il y a des parents qui, quand leurs enfants accèdent à l'université et pas à une grande école, pour eux, c'est un échec énorme. Bon, pour quelqu'un comme moi qui vient d'un milieu ouvrier, qui est rentré sans classe préparatoire à l'université, moi, j'étais très heureux de rentrer là. Et c'était la fête familiale. Mais en fait, pour beaucoup de gens qui sont habitués génération après génération, on est des polytechniciens, des centraliens, des normaliens, etc. Et vous avez des dynasties comme ça. Ça se reproduit, et ça se reproduit bien. Ce qui fait que, statistiquement, la probabilité d'accéder à une grande école, si vous la calculez, ce qui est possible de faire, vous voyez qu'elle est extrêmement faible quand vous venez des milieux les plus précaires, milieux populaires les plus précaires, et qu'elle a tendance à augmenter au fur et à mesure que vous montez, grosso modo, dans l'espace social, et plus particulièrement au fur et à mesure que le volume de capital culturel augmente. C'est quoi la différence entre les inégalités sociales et les différences sociales ? Vous avez des différences qui ne font pas inégalité. C'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, à l'heure actuelle, je pourrais faire passer un test à l'ensemble des Français adultes, on va dire, un test de tricot. Voilà. Vous avez 2 heures pour me faire une écharpe. Bon, là, vous verrez qu'il y a des gens qui savent tricoter. Il y a de fortes probabilités pour que ce soit des femmes, et plutôt des femmes de milieu populaire. Donc, il y a des gens qui vont réussir le test et d'autres qui ne vont pas réussir le test. Vous voyez bien qu'il y a des différences. Il y a des gens qui savent et qui ne savent pas. Est-ce que ça fait inégalité ? Non. Parce que le tricot n'est pas au cœur de ce qui sélectionne les gens dans une société comme la nôtre. Il vaut mieux être bon en maths. Bon. Donc, toute différence culturelle n'est pas une inégalité culturelle. Toute différence sociale n'est pas forcément une inégalité sociale.
Il y a des choses qui ne font pas inégalité. Alors, on l'a dit plus tôt, les enfants ont une prédisposition naturelle à l'apprentissage. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer dans ce cas que l'école, c'est quelque chose de facultatif et que les enfants pourraient très bien développer leur faculté à lire, à écrire, à compter par eux-mêmes? Alors ça, non, c'est pas possible, parce que ne serait-ce que la lecture et l'écriture, un système d'écriture, quand vous voyez l'histoire de l'écrit, vous vous rendez compte qu'il a fallu des générations et des générations de savants pour mettre au point une écriture alphabétique, par exemple. Une écriture idéogrammatique comme en Chine, ou une écriture logographique, etc. Enfin, vous avez des écritures, des systèmes qui sont syllabiques, qui ont souvent précédé les écritures alphabétiques. Donc déjà, c'est des savoirs extrêmement complexes. Un enfant, il naît avec une curiosité, mais il ne sait pas que l'écrit existe. Donc si vous ne le mettez pas en présence de l'écrit, jamais il apprendra à écrire. Donc, il ne faut pas confondre curiosité. Un enfant, il est fait, c'est-à-dire vraiment biologiquement, pour s'intéresser à ce qu'il y a dans son entourage. Et quand il n'y arrive pas, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème qui est physique, qui peut être au niveau du cerveau. Bon. Mais on voit que les enfants sont à la recherche. Ils sont curieux, etc. Mais si vous ne les mettez pas en contact avec du savoir, et ça ne suffit pas si vous disiez, bon, bah, il suffit de mettre des enfants dans une bibliothèque et puis on vient vous rechercher le soir, on vous ramène à la maison, ça ne sert pas. Parce que le savoir ne passe pas comme ça passe à travers des interactions. Il faut que des adultes soient les passeurs, en fait, soient les intermédiaires entre le savoir et l'enfant. Donc il faut mettre les enfants dans des situations d'apprentissage. Et évidemment, c'est ça qui est difficile, parce que dans l'histoire scolaire, vous avez 1000 façons de procéder, on a appris à lire et à écrire de manière extrêmement rigide, en disant, bon, voilà, en apprenant les lettres, en apprenant à les combiner, etc. Aujourd'hui, on a une histoire telle qu'on a appris à mélanger un peu les choses, à avoir des méthodes un peu plus globales, par exemple, de lecture, qui sont extrêmement décriées, mais en fait, la plupart des enfants de milieux favorisés voient des phrases entières avant même d'avoir vu des lettres. Ils le voient sur les étiquettes de produits alimentaires, ils le voient sur les panneaux d'affichage, etc. Et quand les enfants font déjà la traduction en leur disant, tu vois, ce qu'il y a là décrit, ça signifie ça. Ils ont déjà du sens global avant même d'avoir appris à déchiffrer précisément. Donc en fait, c'est des choses très très complexes, mais si vous ne les mettez pas dans ces situations-là d'apprentissage, ils ne vont pas apprendre, il n'y a pas un apprentissage spontané. Et alors, sans parler de la mécanique quantique, quoi. Vous n'allez pas, par génération spontanée, dire « Ah ben oui, il y a intrication quantique ». Non, vous n'y arrivez pas. C'est pas possible. Donc, il faut organiser les choses. Et c'est pour ça qu'il y a eu de l'école. L'école est arrivée au moment où les savoirs étaient tellement nombreux et de plus en plus complexes qu'il a fallu organiser les choses. Alors du coup, à quoi devrait ressembler une politique de l'éducation rationnelle et collective selon vous? Alors, il y a beaucoup de choses. Déjà, il faudrait s'efforcer de ne pas casser la curiosité des enfants. Encore une fois, c'est pas avoir un point de vue naturaliste que de dire il y a de la curiosité chez l'enfant. C'est effectivement quelque chose qui est présent dans l'ensemble du vivant. Si les petits mammifères de plein d'autres espèces n'étaient pas attentifs à ce que font leurs parents ou leurs frères et sœurs aînés, etc., ils se vivraient pas. Ils auraient pas les savoirs nécessaires. Donc, ils se calent en permanence sur... ils apprennent. Hein. Les éléphants, avec des matriarches extrêmement âgés, ça peut aller au-delà de 100 ans chez les éléphants, qui connaissent beaucoup de choses. C'est elles qui transmettent progressivement les lieux où on peut aller se déplacer, la manière de se protéger contre des prédateurs, etc. C'est des trucs de base qui supposent cet apprentissage. Donc, il faudrait s'appuyer sur cette curiosité qui est présente de toute façon chez les enfants. Essayer de l'accompagner, de l'alimenter plutôt que de l'empêcher, de la casser trop tôt.
Je ne dis pas qu'à un moment donné, il n'y a pas des choses qui sont difficiles et qu'il va falloir passer par des choses où, quand on fait de la recherche, on le sait, des fois, il faut vraiment batailler longtemps pour avoir de la satisfaction à un moment donné, parce que d'un coup, on a compris, mais il aura fallu des mois et des mois, parfois des années, à ne pas comprendre certaines choses, à se dire oh, non, mais je ne comprends pas tout à fait exactement ce qui se passe, etc. Donc il faut parfois beaucoup de travail, de choses un peu austères et tout. Mais enfin, à l'école, il y a des possibilités. On n'en est pas là encore à produire des enfants qui vont produire immédiatement de la connaissance. Donc on peut, je pense, plus faire attention à la curiosité de l'enfant, au questionnement de l'enfant. Et c'était le cas quand même de beaucoup de pédagogies dites nouvelles, la pédagogie Freinet par exemple, qui essayait d'installer des situations d'apprentissage qui avaient un peu de sens pour l'enfant. L'idée de leçon de choses pendant très longtemps, c'était ça. C'était, on allait d'abord... moi, j'ai connu ça à l'école. Je ne sais pas si ça se fait encore, d'ailleurs, la leçon de choses. Mais enfin, on allait... on nous disait de ramener une pomme, ou on allait chercher des feuilles d'arbres dans la cour, etc. Et après, on observait les feuilles, on les dessinait, on les décrivait. Enfin, bon, bref. On faisait tout un travail comme ça. Mais ça c'est des manières d'impliquer les enfants, de ne pas passer directement à... On pourrait faire de la biologie immédiatement, de l'arbre, mais c'est abscon, c'est abstrait, etc. Ça peut se faire beaucoup plus tard, quand on n'a plus besoin d'être motivé par des choses extrêmement concrètes pour avoir envie de connaître plein de choses. Bon. Donc déjà, faire attention à ça. Après, donner le temps. Donner le temps. Donc c'est pour ça, moi, je préconise un allègement des programmes. Je ne suis pas le seul. Hein. La plupart des mathématiciens vous disent que c'est infaisable, le programme à l'école primaire. Le programme mathématique en primaire est bien trop grand. C'est impossible de traiter tout ça. Donc il faut plutôt privilégier des approfondissements, des possibilités d'approfondissement, et donc de donner du temps aux enseignants et aux élèves, plutôt que de survoler, d'aller très vite, etc. Bon, ça c'est une chose fondamentale. Et puis, les élèves sont inégaux. On en a parlé juste avant. Il y a des classes sociales, il y a des inégalités entre les différentes familles. Il y a des familles où les enfants sont largement préparés par des récits le soir, à chaque fois qu'ils vont se coucher, on leur lit une histoire, il y a des petits moments où on leur fait reconnaître des lettres. Bon, bref, ils arrivent à l'école primaire, ils savent déjà écrire. Un peu. Ils savent déjà lire des lettres. Ils savent... Bon. Donc, évidemment qu'il y a des enfants qui sont bien plus avancés que d'autres, parce que les interactions à l'intérieur de leur famille ont été plus culturellement et pédagogiquement orientées. Alors ça, c'est tout le travail qu'on a mené. On était 17 chercheurs pour la recherche qui a été publiée sous le titre « Enfance de classe », paru au Seuil en 2019. C'était une recherche qui montrait toutes les voies par lesquelles se déroulait la reproduction en fait sociale. C'est des modes d'humour, c'est des manières de parler, c'est des pratiques du genre la lecture le soir, c'est des sorties culturelles, c'est des jeux pédagogiques aussi. On a beaucoup de choses s'apprennent. On apprend à compter, on apprend à élaborer des stratégies, à suivre des consignes aussi, ce qui est vraiment central quand on fait de l'école. Les jeux pédagogiques ont des consignes. Il faut d'abord comprendre les consignes, les règles du jeu, etc. Bref, tout ça fait des différences considérables au bout du compte. Et même s'ils sont très petits, nous, on les avait étudiés dans Enfance de classe au niveau de la grande section maternelle, 5-6 ans, on va dire. À 5-6 ans, il y a déjà des écarts, mais considérables entre les enfants. Alors qu'on a l'impression que rien n'a commencé, qu'il n'y a pas, que là, à l'école primaire, commencent les choses sérieuses. Non, là, j'allais dire, la lutte de classe a commencé bien avant. Pour lutter contre ça, il faut des politiques de compensation. Et il faut que les enfants de milieux populaires, qui sont les plus en difficulté scolairement, on le sait statistiquement, il faut qu'ils soient dans des groupes plus petits, il faut qu'ils puissent être encadrés, enveloppés, encouragés, etc., dans des interactions beaucoup plus fréquentes. Si vous regardez un groupe de 30,
Le nombre d'interactions entre l'enseignant et chaque élève, il est extrêmement faible. En 1 heure, bon. Et en plus, les enfants les plus actifs, ceux qui comprennent les trucs, etc., c'est ceux qui vont prendre le plus la parole, ceux sur lesquels souvent les enseignants s'appuient pour avancer dans la séquence pédagogique, etc. Et au bout du compte, il y en a beaucoup qui n'auront eu que très peu d'interactions. Or, l'avantage qui a été pris par les enfants de milieu classe sup ou classe moyenne, c'est parce qu'ils ont eu toutes ces interactions avec les membres de leur famille ou des amis, etc., qui sont de milieux où, en permanence, il y a des gens qui sont porteurs de capitaux culturels, d'intérêts culturels, d'habiletés culturelles ou de savoir. Et évidemment, ça fait la différence entre les uns et les autres. Donc il faudrait donner plus à ceux qui ont le moins. Voilà, ça, c'est une formule qui est importante, alors qu'aujourd'hui, on donne plus à ceux qui ont plus. Voilà. Par exemple, vous regardez les classes préparatoires aux grandes écoles, des gens hyper encadrés, alors que c'est ceux qui sont les plus forts, on les a sursélectionnés, on les met en classe prépa, et c'est à eux qu'on donne un très très grand nombre de cours, qu'on encadre, etc. Alors qu'à l'université, c'est un peu le désert, et c'est les étudiants qui sont les moins sélectionnés scolairement. On arrive à la fin de cette interview, je vous remercie. Je vais donc vous poser notre petite question rituelle. Qu'est-ce qui est connu de peu de monde, mais qui mériterait d'être connu de tous? Alors, la question, elle est difficile, mais en lien avec mon livre « Savoir ou périr », en fait, j'ai cité assez fréquemment dans le texte un chercheur qui est un mathématicien, qui s'appelle Alexandre Grothendieck, et je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il soit très connu dans la société. Je pense que Einstein est beaucoup plus connu que lui. Alors, on me disait, si j'évoque Einstein, c'est parce qu'on a souvent comparé Grothendieck à Einstein, en disant que c'était le Einstein des mathématiques. Alors, moi, c'est pas le fait qu'il soit, comme on dit, un génie des mathématiques, etc., que le type de parcours qu'il a eu, le rapport qu'il avait aux mathématiques. Bon, c'est quelqu'un qui, pour dire très rapidement les choses, a été abandonné par ses parents assez tôt, parce que les parents étaient militants, et ils ont confié leur enfant. Puis, la mère a récupéré, enfin son père est mort en camp de concentration. Sa mère et lui, donc sa mère a été le récupérer. Il était en Allemagne. Et ils sont allés dans un camp en France. Ils étaient des indésirables, comme on disait à l'époque. Et donc, il a tout un parcours comme ça, où vraiment, on ne peut pas dire que ce soit une vie extrêmement facile. Il s'est retrouvé au lycée, et progressivement, il y a quelque chose qui s'est cristallisé autour des mathématiques, et il a beaucoup pensé les mathématiques, en fait, par lui-même. Donc, il prenait des savoirs, des choses que... Notamment, il a appris des choses dans le camp où il était. Il y avait une jeune femme qui lui expliquait des choses en mathématiques, et ça lui a donné le goût des mathématiques. Il a débarqué dans une université qui n'est pas la plus prestigieuse à l'époque, l'université de Montpellier. Et là, les gens ont vu débarquer quelqu'un d'assez bizarre, quoi, en fait, qui arrivait à se poser des questions incroyables, qui résolvait des problèmes facilement, alors que c'était des questions ardues, etc. Il a été envoyé dans un autre endroit, là où il y avait des grands mathématiciens, à peu près tous normaliens, sortis de l'ENS l'ENS Ulm. Et là, il a fréquenté un milieu, le groupe des bourbakistes notamment, un groupe de mathématiciens, et il a été au contact avec eux. Mais lui, il était vraiment sorti de sa campagne, comme on dit, et il n'avait pas de... Il n'était pas passé par les classes préparatoires, il n'avait pas fait Normal Sup, il avait fait l'université de Masse, etc. Sauf qu'il avait un point de vue mathématique très, très général et une démarche qui a en fait révolutionné les maths. Ce serait trop long d'expliquer pourquoi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il montre ce que c'est qu'un vrai chercheur. Et il dit d'ailleurs que la plupart de ses camarades étaient beaucoup plus brillants que lui, savaient beaucoup plus de choses que lui,
Mais il dit, alors, je pense qu'il y a aussi un peu d'ironie, il dit, mais en fait, ils ont fait des belles carrières, mais ils n'ont pas inventé grand-chose. Et il les appelle des casaniers. Il dit, il y a 2 types de mathématiciens, il y a les casaniers et les bâtisseurs. Et il dit, moi, j'ai toujours aimé bâtir. Donc lui, il construisait. Il dit, à la différence de mes collègues qui trouvaient la maison déjà faite, en fait, et puis à l'intérieur, il commençait à changer, à déplacer des meubles, à éventuellement se mettre à construire un petit truc à côté, mais à l'intérieur de la maison. Mais grosso modo, l'architecture est là, on change rien, etc. Et lui, il a tout envoyé en l'air d'une certaine façon, il a reconstruit des choses. C'est une sorte de refondateur de plein de choses en mathématiques. Et il se reposait des questions extrêmement naïves. Il en appelait à l'enfance. Il disait, en fait, pour être un vrai mathématicien, un mathématicien bâtisseur, quelqu'un qui vraiment produit, crée de la mathématique, il faut être comme un enfant. Il faut retrouver l'enfant qui est en nous, parce que l'enfant, c'est celui qui ne se laisse pas impressionner. Il dit pourquoi, il pose des questions stupides, bêtes, enfin jugées stupides et bêtes par les adultes, etc. En fait, il faut poser ces questions, il faut continuer à se les poser quand on est adulte. Et lui, il avait cette conception-là, et il détestait ce qu'il appelait la mathématique sportive. Donc c'est la mathématique de compétition. Mais c'est aujourd'hui, on est en plein dedans. C'est-à-dire que la science est une science de compétition. Alors que la science ne devrait pas être ça. La science, même, il a refusé des reconnaissances. Il a refusé des prix. Il a refusé des prix qui étaient, je ne sais pas, l'équivalent peut-être de 500 000 € aujourd'hui, etc., en envoyant une lettre en disant « Mon salaire de professeur me suffit, je pense que ça n'est pas une bonne chose de donner autant d'argent à une personne alors que beaucoup de gens mériteraient une reconnaissance, etc. » Bref, il est allé au bout de sa logique, parce que je ne connais pas beaucoup de gens qui seraient prêts à refuser un prix Nobel parce qu'on leur donne pas loin d'1 million d'euros. Donc il est impeccable sur tous les plans. Il s'en laisse pas compter par les institutions. Il a toujours été rebelle par rapport aux institutions. Et évidemment, aujourd'hui, il y a une grande admiration pour lui et tout le monde lui rend hommage. Il a écrit 2 tomes qui s'appellent « Récolte et semailles ». Alors, je ne veux pas décourager les gens en donnant le nombre de pages, mais c'est assez conséquent. Je crois que le 2e a plusieurs milliers de pages. Mais le premier volume, par exemple, est intéressant. Gallimard a publié sous forme de format poche, folio, et c'est remarquable. Il y a pas, si quelqu'un a l'esprit créateur, s'il s'intéresse à la création en art comme en science, il faut lire ce texte. C'est fabuleux. C'est éblouissant. Il y a très peu de mathématiques. C'est quelqu'un qui parle de ce que c'est que la création et les conditions pour créer. Et c'est vraiment formidable. Ça devrait être enseigné partout, dans toutes les formations qui prétendent à former des futurs chercheurs, des futurs créateurs, etc. C'est assez incroyable. Donc, pour plein de raisons, à la fois pour son parcours, pour ses prises de position assez radicales. Il a quitté un institut parce qu'il était antimilitariste et qu'il a appris qu'il y avait quelques milliers de francs de l'époque donnés par le ministère des Armées. Il a quitté son poste. Il n'avait plus de poste. Donc il faut voir que ce genre de personnage, ça ne court pas les rues. Des gens qui vont au bout de leur logique en disant « mais je ne vois pas pourquoi je prendrais cet argent ». Alors que ça ne me sert à rien et que c'est même pas très bon, c'est très malsain dans le milieu des mathématiciens d'introduire ce genre de choses, etc. Ça distingue les gens, ça rend malheureux tous ceux qui n'arrivent pas à avoir les prix, les reconnaissances et ainsi de suite. Enfin, il est allé très très loin là-dedans, moi je le trouve tout à fait admirable, voilà.